J'aime bien essayer d'expliquer la règle. C'est Beta Recha, Goufa, Azil. La tête, elle suit automatiquement et systématiquement le corps, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. C'est comme ça la règle. C'est une règle universelle. Je sais pas, moi, des fois, on a en tête d'aller dans tel et tel endroit, et ben en fin de compte, sans faire exprès, sans le vouloir spécialement, et ben on y arrive parce que c'est comme ça. L'Agma nous dit. Khazak. Beta Recha, Goufa, Azil. La tête, elle va après, le corps va après la tête. Ce qui veut dire par là que des fois, comprendre bien une théorie et bien maîtriser le sujet, bien maîtriser la compréhension, que ça soit carré dans la tête, bien que ça a l'air que de la théorie, mais en fin de compte, qu'on le veuille ou pas, ça va donner automatiquement une application. Si en plus on essaye d'associer tout ça avec des vraies applications, alors ça c'est encore mieux. Okay, mais des fois, comprendre bien une théorie, ça nous aide. Okay, donc c'est pour ça que des fois je fais un peu long, comme ça on comprend bien les théories et que peut-être ça peut aider. Alors maintenant, ça c'est le premier point. Donc ça, je fais une petite préface. Deuxième préface. Il y a une règle. Alors, le sujet pour celles qui étaient courageuses et m'ont demandé, parce que j'ai demandé c'est quel sujet, on avait parlé de Shalom Bayit. Oui. Donc j'espère qu'on n'y voit pas d'inconvénient. Et... Juste avant de vous nous dire pour Shmuel et Ilou Nishmat, parce qu'à chaque fois qu'on fait le cours, on... Avec plaisir. Voilà. Alors, on va faire le shiur, l'Ilou Nishmat de Shmuel Fraji Ben Sarah. Et que pour tous ceux qui ont eu des soucis en Israël, et pour la paix en Israël, et pour la bracha pour tous les bénis Israël du monde Bezrat Hashem. Donc, il y a une grande pasouk qui est connue de tout le monde, surtout des Israéliens. En kol chadash tachat hashemesh. En kol chadash tachat hashemesh. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil, rien de nouveau sous le soleil. Tout le monde connaît cette phrase-là. C'est une phrase que Shlomo HaMelech il a dit. Alors maintenant, en fin de compte, c'est quoi? Pourquoi je vous dis ça? Avant de commencer le problème de Shalom Bayit, on va d'abord essayer de comprendre une première chose. Vous savez qu'aujourd'hui, on dit il y a beaucoup d'innovations sur la Terre, on a atteint un niveau, un degré de perfectionnement extraordinaire, etc., etc., etc. En fin de compte, aujourd'hui, dans le principe, malgré que ça a l'air des choses extraordinaires, ce qui est inventé, en fin de compte, on ne réinvente quasiment jamais la roue. Point à la ligne. Au final, tout ce qu'on invente maintenant, vous savez, en fin de compte, c'est quoi? Tout ce qu'on invente maintenant, ce n'est que de la chirurgie, de la nanochirurgie. C'est la seule chose aujourd'hui que les gens ils inventent. La roue, elle a déjà existé il y a des milliers d'années, mais sauf qu'elle était très grande comme ça. Enfin, après, ils l'ont miniaturisée, jusqu'à en faire une roue pour les ordinateurs, pour les montres. Donc, et après, petit à petit de la montre, on est allé de plus en plus fin, de plus en plus fin, de plus en plus fin, jusqu'à qu'après, le même système, le même principe que de la roue, on le retrouve dans le numérique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a un mathématicien, il y a à peu près 2000 ans, ou même plus, il a réussi à travers un jeu d'ombre, donc sans aucune calculatrice, un jeu d'ombre, de trouver la circonférence de la Terre. À 4000 mètres près, à 4000 km près. Okay, alors qu'aujourd'hui, on pense qu'on a besoin d'arriver sur la Lune pour pouvoir essayer d'évaluer, on a besoin de faire tout le tour, on a besoin de calculer, etc., etc., avec un jeu d'ombre. Donc, il a vu une onde dans un certain endroit, une autre ombre à une autre latitude, et par rapport à un jeu d'ombre, il a tout simplement, sans rien d'autre qu'un stylo et une feuille, encore je ne sais même pas s'il avait le stylo à l'époque, de calculer la circonférence de la Terre. C'est fort ou pas? De la Terre. C'est fort ou pas? Très fort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on a inventé depuis? En fin de compte, on n'a quasiment rien inventé. Quasiment rien inventé. Donc, en fin de compte, c'est quoi l'avancement du monde? C'est quoi tout ça? En fin de compte, on avance sur la miniaturisation de tout ce qui existe autour de nous. Les premiers ordinateurs de 1900, je sais pas quand, non, 1935, non même pas, 1980, 75, les premiers ordinateurs de la NASA, ils prenaient des pièces de 200 mètres carrés et comment ils faisaient les calculs? Ils faisaient les calculs avec le même système qu'aujourd'hui, donc des feuilles perforées, etc. Je ne sais pas si ça vous intéresse ce que je dis, mais ça peut être... Et donc, au final, avec des feuilles perforées, ils faisaient tout simplement des calculs mathématiques, avec des feuilles perforées, etc. Donc, on a commencé. Petit à petit, on a miniaturisé. Après, on a numérisé, etc., etc. Et le premier ordinateur de la NASA, il a fait, je sais pas moi, il faisait 200 mètres carrés pour pouvoir faire des calculs simples.
Et aujourd'hui, a priori, même un iPhone, il est 1000 fois plus performant qu'un ordinateur de la NASA de l'époque. Mais qui a inventé tout ça? En fin de compte, c'est l'époque. Aujourd'hui, tout le travail, il a été que sur la miniaturisation. OK? Donc, en fin de compte, les techniques ne vont pas spécialement changer. Les principes de base ne vont pas spécialement changer. La seule chose qui va changer, c'est leur application. Est-ce qu'en fin de compte, on doit faire une grande fête, c'est une grande innovation, ou en fin de compte, c'est une innovation qu'on doit travailler à la chirurgie, nanochirurgie, qu'on doit prendre des petits outils pour pouvoir le faire, parce qu'en fin de compte, on ne travaille pas sur les grands sujets, on travaille sur les mêmes sujets dans le miniature. Clair le premier principe? Très bien. Ça, c'est le premier principe. Lorsqu'on parle de Shalom Bayit, alors, lorsqu'on parle de Shalom Bayit, ici, de quoi on va parler essentiellement de Shalom Bayit? Est-ce qu'on va parler qu'il faut se marier? A priori, tout le monde est d'accord. Est-ce qu'il faut parler qu'il faut avoir le... C'est pour ça que j'ai dit a priori. Alors maintenant, est-ce qu'il faut... Parce qu'il peut y avoir d'autres ambitions dans la vie. Et donc, a priori, tout le monde est d'accord qu'il doit y avoir le shalom à la maison. A priori, tout le monde est d'accord. Est-ce que toutes ces choses-là, a priori, on est tous d'accord, puisque c'est des grands principes. Sur quoi on va avoir un problème? On va avoir un problème sur l'application. On va avoir un problème sur l'application. Et aussi, deuxième chose, la question, elle va être, c'est quoi le shalom bayit? Donc, il peut y avoir plusieurs options. Est-ce que le shalom bayit, c'est... qu'il n'y a pas de cri à la maison? Est-ce que c'est ça qui s'appelle le Shalom Bayit? Est-ce que le Shalom Bayit, c'est que, je sais pas moi, chacun, il est intentionné, quelqu'un a été intentionné? Ça s'appelle ça du Shalom Bayit? Qu'est-ce qui est vraiment appelé du Shalom Bayit aussi? Ça aussi, on peut se poser la question. OK? Donc, ça, c'est des choses qu'on va réfléchir. OK? Alors maintenant, on va commencer par quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Mais vous allez voir qu'en fin de compte, ça va nous ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Le Rambam nous dit, alors je ne sais pas si je vais sortir le Rambam. Le Rambam nous dit, donc le Maïmonide, c'est un des plus grands maîtres de la Torah. C'est pour cela que sur la tombe du Maïmonide, alors je crois que c'est à Tzfat, il y a marqué une phrase très connue. Oh, c'est pas à Tzfat, non, à Tibériade. Que la tombe, non, lui il était né en Espagne, mais a priori sa tombe c'est en Tibériade. Donc une des phrases qui a marqué, tellement c'est un grand maître, Mi Moshe ad ve'ad Moshe, lokam ke Moshe. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à le Rambam s'appelait Rabbi Moshe ben Maimon, donc depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe le Maïmonide, lokam ke Moshe, on n'a pas eu un autre comme ça. Une des forces que le Rambam a eu, pour celles qui voudraient venir le mardi matin, on fait un petit cours dessus. Donc, une des choses que le Rambam a fait, il a synthétisé la totalité de toute la Torah entière d'une manière extraordinaire. Il a fait un Shulchan Aruch, mais un Shulchan Aruch sur tous les sujets de la Torah. Alors maintenant, il y a des sujets que le Shulchan Aruch lui-même, il n'aborde absolument pas. Un des exemples du sujet, les principes de Emouna. Le Shulchan Aruch n'aborde pas. Le principe, le principe de l'unité de Dieu, le Shulchan Aruch n'aborde pas. Le principe de Beth Amikdash, le Shulchan Aruch n'aborde pas. Pourquoi il n'aborde pas? Parce que Rabbi Yosef Karo s'est essentiellement concentré sur toutes les lois contemporaines qu'on a besoin réellement. Donc le Rabbi Yosef Karo, qui est l'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, donc c'était à peu près il y a 650 ans, Yosef Karo, donc auteur Shulchan Aruch. Alors lui, il s'est concentré essentiellement sur toutes les choses contemporaines. Donc c'est quoi? Par exemple, toutes les lois de la Tfila, du Netilat Yadayim, tout le Shabbat, qu'est-ce qui est kasher. Vous allez avoir tout le Choshen Mishpat, tout ce qui sont les lois concernant les problèmes d'argent. On va avoir toutes les lois du mariage. On va avoir à peu près toutes les lois à peu près toutes les lois contemporaines que régissent la vie de nos jours. Mais toutes les lois qui ne sont pas contemporaines, toutes les lois concernant le Beth Amikdash, toutes les autres lois qui ne sont pas vraiment techniques, le Shulchan Aruch n'en a quasiment pas parlé. Ok?
Mais le Rambam, lui, il avait fait un travail très 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 fort. Il a synthétisé à peu près toute la connaissance de son époque. Il a synthétisé et il a travaillé, il en a fait un livre. Et donc dans le livre du Rambam, c'est pour ça que on a dit la phrase que Mimoshe et Ad Moshe Lokam Kemoshe, qu'il n'y a pas eu un deuxième comme le Rambam. Il n'existe normalement absolument pas un seul Beth Midrash, un seul maison d'études sur terre qui n'a pas le livre du Rambam. C'est impossible. Pourquoi? Parce que tellement ça a été synthétisé, tellement ça a été travaillé, tellement il a fait un travail phénoménal, logique, mathématique et tout ce que vous voulez, c'est qu'en fin de compte, il est partout. Une des choses qu'il a traitées, les premières halachot, ça s'appelle les lois de Yesod HaTorah, Yesod HaTorah, les bases, les fondamentaux de la Torah. Il a parlé de l'unité d'Hachem. Ok? Alors, on va peut-être aborder 2 secondes le sujet. Et il a dit comme ça que l'unité d'Hachem, c'est quoi? C'est quelque chose de très 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 spécial et qu'on est tous d'accord qu'on ne peut pas comprendre. L'unité d'Hachem, c'est quoi? C'est comme si vous allez dire que tout Hachem, alors je ne sais pas, sûrement vous devez connaître les atomes et tout ça, c'est comme si que toute la création du monde, toute l'unité d'Hachem, tout Hachem, c'était un seul atome. Chose qui n'existe pas. Puisqu'en vérité, on est tous composés de plein de choses. Donc toute l'unité d'Hachem, de tout ce que Hachem est, tout, c'est un seul et unique, indivisible entité. Contrairement à nous, qui sommes totalement composés de 1 milliard de choses. Un humain, il est composé. Il est composé de lui, et lui, il est composé de chair, de sang, de peau, d'os, de plein de domaines. Chaque chose, elle est composée. Et en plus, tout ça, c'est encore composé par des molécules, par tout ce que vous voulez, les protons, les photons, les atomes, les nanana, tout. En vérité, on est composé. Quel est le chidouche de Hachem? C'est que Hachem n'est absolument pas composé d'absolument rien. Il est une entité qui n'est pas divisible. Plus les scientifiques avancent, plus ils remarquent que ce qu'avant ils pensaient que l'atome c'était le maximum, ils ont avancé, ils ont grossi les microscopes, et ils ont vu qu'en fin de compte, derrière l'atome, on peut le couper. Bon, après on a coupé l'atome, on a recoupé encore, on a pu retrouver. En fin de compte, tout ce que les êtres humains voient autour d'eux, ce n'est que des choses composées. Chez Hachem, ce principe-là n'existe pas. Chez Hachem, le seul principe qui existe, c'est une unité, un point. Il y a dans ce point-là, il est indivisible. Je fais comme une parenthèse, parce que j'en suis sûr que ça va être sympathique. Vous savez que une des choses que le Rambam il explique, c'est pourquoi on est obligé de dire ça? Parce que dire le contraire, c'est la base et les fondamentaux de l'idolâtrie. Penser que Hachem est composé, c'est les fondamentaux de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est quoi l'idolâtrie? C'est penser qu'il y a un Dieu pour la mer, il y a un Dieu pour ci, il y a un Dieu pour ça. Et bien, si vous dites qu'Hachem il est composé de plusieurs choses, et bien, vous allez avoir le bras d'Hachem qui aura levé telle montagne, Sodome et Amora, ils l'auront renversé. Vous allez avoir le souffle d'Hachem, pas Hachem, le souffle d'Hachem qui va ouvrir la mer, etc., etc., etc. Et en fin de compte, comme Hachem il va être composé, donc ça donne la possibilité à dire que ce n'est pas Hachem 1 qui a tout fait. Clair le principe? J'espère que vous ne dormez pas. Tout le monde est là ou pas? Très bien. J'ai toujours la peur, quand tout le monde m'écoute, 2 options. Ou bien c'est limpide et tout le monde a compris, ou bien... Hein? C'est très physique, donc... Je ne sais pas si physique que ça. C'est pour arriver quelque part, je connais, mais ça reste physique. L'essentiel arrive maintenant. Par conséquent, si Hachem est le seul entité qui n'est que un. Donc quand on dit que Hachem, il est Echad, il est un, en vérité, c'est le seul sur lequel on peut réellement dire qu'il est un. On est d'accord? Sans ça, il n'y a pas... C'est le seul. Très bien. Alors, ça veut dire quoi, un, dans tout le reste de la création? Si le seul vrai un qui existe, c'est Dieu, dans le reste de la création, alors c'est quoi le terme qu'on utilise, un?
il fait remarquer quoi le terme un? Puisqu'en vérité, on n'est jamais un. On est composé, chaque chose, c'est un assemblage. Alors c'est quoi le terme un qui existe dans toute la création? Puisqu'en fin de compte, le vrai terme un, sur lequel on peut vraiment dire le mot un, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc en fin de compte, il n'y a rien d'autre qui est un. C'est quoi? Ah oui, mais le problème c'est composé. Mais il est censé ne pas être divisible. Mais le problème c'est qu'il ne peut pas. Il ne peut pas faire autre chose. Le vrai terme un, quand on dit Hashem, Elokeinu Hashem Echad, Hashem il est un. A priori, ça ne va que sur Hashem. Parce que le reste, c'est quoi? Et même si on va dire, en vérité, en fin de compte, c'est quelque chose de très important, mais même si on va dire que le un, c'est l'enfant, puisque, comme on a vu dans la paracha de la semaine dernière, paracha de Bereshit, que Vayu les basar echad, Vedavak ish beishto, un homme il ira se marier avec sa femme, Veayu les basar echad, ils vont devenir une seule chair. C'est quoi une seule chair? C'est l'enfant. On est d'accord? C'est tout. C'est la seule chair, c'est l'enfant. Mais avant l'enfant, et même après l'enfant, c'est toujours deux. Donc en fin de compte, si on va dire que le terme un, il est que pour Akadosh Baruch Hu, parce que lui, il est vraiment un. Et nous, comment on fait? Ça c'est un. Et deux, même chez Hachem, même chez l'enfant, l'enfant lui-même, il est fait que composé, il est que composé. Il y a une cellule qui se divise, après ça fait une deuxième cellule. Alors après, il y a une autre question, est-ce que la Neshama est un ou pas? Mais au final, l'homme et la femme, c'est pas une seule Neshama, a priori. La Neshama, on peut dire comme il y a marqué... Alors, mais ça veut dire quoi, un? Ça veut dire quoi, un, au final? En fin de compte, on va faire un Shalom Bayit, on va vouloir devenir un, mais au final, en vérité, on ne sera jamais un. Donc en fin de compte, c'est quoi le terme un? Est-ce que c'est une nécessité de... Mais aux yeux d'Hachem, c'est quoi un? C'est la sondage de tout, non? C'est comme le peuple, quand on dit que le peuple d'Israël, il est un point. Voilà, le peuple, il est un. Alors la question, elle va se poser aussi sur l'âme Israël. Alors c'est-à-dire quoi un? Quel est le seul... C'est-à-dire quoi? En fin de compte, la question, elle est, c'est quoi le terme un sur Terre? Chez Dieu, le terme un, on l'a compris, c'est un point qui est totalement indivisible. C'est-à-dire quoi indivisible? Tu ne peux pas, même avec au microscope, remarquer, il n'a pas été composé, il n'y a pas de composé, il n'y a pas de composition. Ça, c'est le vrai terme un qu'on dit à Hashem, Hashem à Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça, il n'y a pas de... Voilà, fini. Et ça, c'est tout le contraire de ce que les goïms peuvent imaginer. Ok? Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il est un. Donc ça, c'est le vrai terme au sens propre du terme un. Et ça, c'est le terme divin de un. Donc au final, il nous reste quoi, nous? Quand on va dire que des gens, ils font un couple, ils font un. En tout cas, ce que nous, on doit aspirer. En tout cas, ce que nous, c'est quoi le terme un chez nous? Le problème, c'est que si vous dites que c'est spirituel, cela veut dire qu'en fin de compte, c'est un peu loin de nous, on est... Tendre vers le... Je suis d'accord, mais pour tendre, comme on a dit tout à l'heure, que tout va d'après la tête. Donc pour tendre vers, il faut que la tête, elle comprenne, c'est quoi un? Donc c'est quoi le un? Alors mademoiselle n'était pas loin, mais c'est quoi le terme un? À part le près d'Hachem... L'unité. Ah, vous êtes vraiment trop spirituel, vous êtes artiste ou... Hein? Oui, l'unité, c'est quoi l'unité? L'unité, la base de l'unité, c'est un. Attention, hein, peut-être que ce que je vais dire, vous l'avez déjà imaginé sûrement. Mais ce qu'on va essayer de travailler, c'est comprendre le principe, et surtout comprendre qu'en fin de compte, ça ne doit pas être juste en gros, ça doit être aussi du chirurgical. C'est quoi du chirurgical en nanotechnologie? C'est quoi? Parce qu'en fin de compte, les premières grandes étapes du 1, on les a déjà fait. Le vrai Shalom Bayit aujourd'hui, c'est pas sur les étapes du 1. C'est pas sur les premières grandes étapes. Alors, on revient sur notre idée. Alors. Voilà, on peut y aller. Allez. Madame Ali, allez, s'il vous plaît. En fin de compte, le seul terme vrai du principe de 1 sur terre, chez Dieu, chez le divin, ça a été clair. Le 1, c'est une unité indivisible qui n'est pas composée. Point, à la ligne, c'est fini. Stop, ça on l'a compris. Ce principe-là n'existe pas sur terre. Et la cellule? Quoi? Une cellule. Quoi? La cellule, elle est divisible. Bah oui, mais à la base, c'est déjà un, non? Oui, mais elle-même, elle est divisible. Mais elle-même, elle est divisible. Ah bah ouais. Donc, en fin de compte, tout est. Bah oui, Donc, c'est divisible. Le foyer. il est composé. S'il est composé, il est divisible. Quand je veux renouveler
mes meubles. Bien qu'au début, il y avait une assiette que j'ai reçue de ma belle-mère et tout, etc., etc., ben, s'il y en a une qui s'est cassée, elle a été divisée. OK? La lumière. La lumière. C'est-à-dire, il y a trop de spirituel ici. Il faut un peu parler dans un langage un peu plus physique. Hein? Alors, en vérité, le seul terme réel, la seule notion réelle de 1 sur Terre, c'est, je sais que vous le savez. C'est une évidence, c'est pour ça qu'on Oui. ne l'a pas dit. Malgré que c'est une évidence, on peut même pas s'imaginer à combien c'est ça le Shalom Bayit. C'est... Allez, on va dire, regardez dans la même direction, parce que j'ai pas trouvé un meilleur mot. Regardez dans la même direction. Mais c'est pas le meilleur mot. C'est pas le meilleur mot. Dans la même direction. Dans la même direction. Mais c'est pas que ça. C'est en fin de compte, c'est presque, je sais pas, j'ai peut-être pas trouvé de mots. Le principe, il est, ouais, peut-être on va dire le même but. Pas regarder que dans la même direction, c'est avoir les mêmes objectifs, c'est-à-dire, alors, pardon. Donc, un instant, là, on ne parle pas du Shalom Bayit. On parle pour l'instant le terme 1. Le vrai terme 1 sur Terre, c'est lorsqu'on est attaché par le même objectif, par le même... ouais, on peut dire le même objectif, le même... Hein? Non. Le même objectif. C'est la seule... Écoutez bien. Le seul vrai terme sur Terre de 1, c'est avoir le même objectif, la même idéologie ou le même but. Quand vous voyez un peuple qui est un c'est un peuple qui a peut-être les mêmes racines, je suis d'accord, qui a peut-être les mêmes envies, mais tout ça, c'est un peu disloqué, parce que chacun il peut avoir des envies différentes. Plus le peuple, il veut regarder dans la même direction, il a le même objectif, c'est à ce moment-là qu'il devient un peuple. Vous montez, vous descendez, c'est toujours la même chose. Donc on a ça en termes de peuple, on peut avoir ça en termes de communauté, on peut avoir ça en termes de, je sais pas, d'équipe, de travail, de ce que vous voulez. Plus l'objectif est commun, plus ils sont unis. Vous montez, vous descendez, vous faites ce que vous voulez. Le terme d'unité sur Terre, c'est la connexion vers un même but. Point à la ligne. Vous pouvez habiter dans la même maison, ne pas avoir du tout le même objectif. Un il regarde par là, l'autre il regarde par là. C'est calme, tout va bien. Est-ce que ça s'appelle un Shalom Bayit? Je ne sais pas. Si vous regardez dans une société, et vous avez chacun, il cherche son intérêt, à combien la société elle est puissante? Ça ne s'appelle pas une société. C'est pour ça que des fois, il y a des sociétés qu'on appelle ça des familles, des sociétés qu'on appelle ça pas des familles. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, dans une certaine société, les objectifs ils sont tellement clairs, tellement réels, tellement palpables, qu'en fin de compte, et tout le monde travaille dans le même sens, qu'en fin de compte, tout le monde s'y sent bien. Pourquoi? Parce que puisque maintenant l'autre il parle le même langage que moi, l'autre il a la même envie que moi, l'autre il a les mêmes objectifs que moi, donc en fin de compte, je me sens bien à l'intérieur. Vous pouvez regarder par rapport à ça. Vous pouvez regarder, moi je ne sais pas avec quoi on peut regarder. En fin de compte, regardez, malheureusement, quand vous avez des grands problèmes nationaux, alors maintenant pour ne pas parler d'Israël, il n'y a malheureusement, et qu'Akadosh Baruch Hu il fasse en sorte que ça soit tout dans le shalom et dans la clémence et dans tout ce que Akadosh Baruch Hu il veut nous donner de meilleur. Mais malheureusement, que se passe-t-il dans les moments très difficiles, quand il y a eu les roquettes il y a 2 ans ou 3 ans, et lorsqu'il y a des moments comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout le peuple, tout d'un coup, ils se sentent une famille. Dans les guerres, tous ceux qui ont vécu les guerres en Israël, et ils savent très bien que c'est les moments d'unité maximale où c'est à ce moment-là que tous les Israéliens, ils savent, je sais pas, ils sont tous la même chose. Ah, il a fait tomber quelque chose, attends, viens, je t'aide, attends, chacun il va s'occuper de l'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici?
Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi il y a un tellement sentiment fort? Vous savez pourquoi? C'est simple. Juste avant qu'il y ait les déclarations de guerre ou je ne sais pas quoi, juste avant, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun, il a pensé à sa petite vie, à ses petits besoins personnels, à ses petites choses, tous ces petits trucs. Et donc, chacun, il était dans son soi à lui. Chacun, il est parti. Et chacun, il est retourné dans sa petite cellule. Chacun, il est retourné dans sa séparation. Lorsque maintenant, alors allez-nous, il y a la vie qui est en danger, à ce moment-là, tu évacues toutes les choses qui sont secondaires. Tu évacues absolument tout. Et tu n'as plus qu'un seul but. Exister, vivre. Dans les cas d'un peuple comme ça, c'est que le pays vive, ou le peuple d'Israël vive, ou ce que vous voulez. Et à ce moment-là, tous se rejoignent sur un seul et unique but, un seul et unique principe, un seul et unique objectif. À ce moment-là, il y a la sensation totale d'unité. Dans le meilleur des cas, c'est la plus grande unité qui existe sur Terre. Comme il y a marqué que lorsque les Bnei Israël ils sont sortis d'Égypte, lorsqu'on s'est installé dans le désert pour recevoir la Torah, il y a marqué Vayichan Sham Israël. Là-bas, le peuple juif, Vayichan au singulier, ils se sont installés. Comment tu me parles tout d'un peuple au singulier? Alors que d'habitude, tout le temps tu parles au pluriel. Alors que d'habitude, tu parles tout le temps au pluriel. Pourquoi? Là-bas, il y a marqué. Parce que comme ils avaient tous envie de recevoir la Torah, donc en fin de compte, ils étaient animés que par un seul but. Et peu importe la quantité de personnes qu'on est, peu importe, ça s'appelle un. C'est la règle, vous faites ce que vous voulez, vous allez faire le tour du monde. La seule et unique règle d'unité terrestre sur Terre, c'est l'unité par l'objectif. Point à la ligne. Alors c'est vrai qu'on peut dire la Neshama, on peut dire plein de choses. Tout ça c'est peut-être bien. Mais malheureusement on est des gens qui sont humains. Et on a besoin de termes humains. Aujourd'hui, le seul terme humain d'unité, c'est l'unité par l'objectif, par le but, par la pensée, par là où on veut arriver. Tout au début, j'ai dit qu'on faisait on ne créait plus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup des grands principes d'aujourd'hui qu'on retrouve dans les téléphones en numérique, mais en fin de compte, les mêmes principes d'avant, les mêmes principes d'aujourd'hui sont basés sur des principes mécaniques. Comme une voiture, elle marche, elle a besoin d'une batterie, elle a besoin de... Même une voiture, comment elle marche, c'est basé sur la mécanique de l'anatomie. Même, vous savez qu'une fois que j'ai demandé à quelqu'un, c'est quoi les règles dans les feux rouges et dans tout ça? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Ils ont quasiment, presque utilisé, compris les règles de circulation dans les voitures à travers la circulation dans le corps. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe-là. Cela veut dire, mais pourtant je ne comprends pas, la circulation dans les voitures, c'est quelque chose de grand, énorme, plein de choses, il y a tellement de détails. Mais en fin de compte, Dieu il a tout créé déjà. Si Dieu il a tout créé, qu'est-ce que tu vas essayer d'inventer la roue? Regarde ce qu'ils ont fait tes prédécesseurs, et par rapport à ça, tu l'améliores à ce que tu as besoin aujourd'hui. Mais par rapport à ça, tu fabriques ton nouveau concept. Mais en fin de compte, ce n'est pas un nouveau concept. C'est le même concept qu'avant, sauf il a été amélioré, il y a eu l'emballage d'aujourd'hui. Le concept existant de un sur Terre, de tout temps, ça a été l'unité par l'objectif. Maintenant, je vais faire un peu un peu le spirituel, mais bon, je vois que vous aimez un peu ça. Et en fin de compte, l'idée c'est la suivante. Nous avons 613 membres dans notre corps. 613 membres dans notre corps. Ces 613 membres dans notre corps, ils ont tous un but réel. Les 613 membres dans notre corps, ils ont tous un but réel. Les 613 membres de mon mari, ils ont tous un but réel. L'objectif est que tout notre corps, tous nos pensées, tous nos objectifs, ils arrivent vers un seul et unique but. Désolé, c'est ça le Shalom Bayit.
Peu importe le but, le principal c'est d'être unis, ou est-ce qu'on a un but vraiment à avoir La même direction. Dans le principe, Oui, Dans- peu importe, et qu'il- non. dans le principe, je vous dirais, Est-ce que la Torah dans, va nous- dans le principe, je vous dirais, peu importe. Ah, dans le principe, peu importe. Dans le principe, je n'ai pas fini. Mais dans le principe, oui, c'est peu importe. À partir de là, il y aura un shalom bayit. Oui, puisqu'on arrive au Shalom Bayit, donc on réussit. Voilà. Le seul problème, il est que à partir du moment où on a vous savez, Davka, c'est la parashat Noach, tout à l'heure j'en ai parlé un peu, et tout le problème aujourd'hui, tout le problème de toutes les sociétés, j'ai lu, il y a un journaliste qui disait sur Israël, est-ce que Israël c'est un pays ennemi ou pas, ou un pays ami? Alors il a dit, dans les pays, le principe de ami et ennemi n'existe pas. Il n'y a qu'un principe d'intérêt. Ou bien tel pays il a un intérêt de travailler avec l'autre, donc il le considère comme un ami. S'il n'a pas d'intérêt, il le considère comme un ennemi ou autre chose, il fait ce qu'il veut. Maintenant, c'est quoi le problème aujourd'hui, ce qui se passe sur Terre? C'est que chacun, il a des intérêts différents des autres. Et donc, il y a le balagan total. Quelle est la seule science, entre guillemets, si on peut utiliser comme ça, qui n'a pas bougé depuis 3000 ans, qui a toujours eu les mêmes intérêts, les mêmes principes immuables, qui n'ont jamais bougé, et qui sont Baruch Hashem parfaits et éternels, etc., c'est la Torah. C'est Israël, c'est la Torah. Ce qui veut dire par là, c'est que oui, la réponse elle est, à partir du moment qu'on a un objectif commun, on est dans le Shalom Bayit. Je connais un couple qui se sont mariés parce que les deux, ils avaient un amour très fort pour le sport. Ils faisaient du roller ensemble, ils faisaient du Krav Maga ensemble. Ben, malheureusement, il n'a pas duré longtemps. Pourquoi il n'a pas duré longtemps? La femme est tombée enceinte. Elle ne peut plus faire du sport. Non, c'est parce qu'à la base, c'est débile. À la base, c'est débile. On ne se marie pas avec quelqu'un parce qu'il aime le sport. Hein? Comment? Hein? Alors, pourquoi pas? On peut décider que ce soit le sport. Mais quel est le problème dans le sport? Et la compétition. Non, ça c'est pas encore ça le problème. Quel est le problème dans le sport? Fuchi, ça reste fuchi, c'est ça. Le problème dans le sport, c'est son application, elle va être limitée. Elle va être limitée sur l'âge. Elle va être limitée sur la capacité physique. Elle va être limitée. Demain, le mari travaille beaucoup, il ne peut plus faire de sport. Alors il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien, c'est fini. Quel est le problème dans cela? Alors il est vrai que peut-être, pendant ces 1 an, 2 ans, peut-être que 1 an, 2 ans, 3 ans qu'ils sont ensemble, et que les deux, ils ont les mêmes capacités physiques, alors peut-être qu'il va y avoir un vrai Shalom Bayit très très fort. Mais le problème, c'est qu'il est limité. Limité dans le temps, limité dans l'âge, limité dans le temps qui est disponible, limité dans plein de domaines. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, à partir du moment où un objectif commun, mais fort, attention, quand je parle d'un objectif commun, c'est un objectif commun, et après on va parler de animé. Okay? Un objectif commun, oui, on sait Shalom Bayit. Le seul problème, c'est que si l'objectif il est lui-même limité, on aura un Shalom Bayit limité. Ok? Mais sinon, la réponse, elle est oui. Après, on peut faire un choix dans les objectifs. Ok? Si maintenant quelqu'un, il fait, je sais pas moi, un business, mais son but premier, c'est de prendre le maximum d'argent des clients. Ben, très bien. Mais une fois qu'il aura trouvé tous les clients potentiels, ils ne reviendront plus. Fini. Ils doivent changer de business. Donc oui, dans le but d'un business, c'est quoi? C'est de gagner sa vie, sinon on reste à la maison. Mais il doit y avoir d'autres paramètres, plus éternels, plus fins, plus nobles, plus travaillés, que juste ramasser l'argent. Si tu veux que ton histoire, si tu veux que ton business, il se pérennise. On est d'accord? Donc en fin de compte, oui. Alors imagine maintenant, les deux associés sont là. Ok, les deux associés vont être super chauds pendant les 2 ans, 3 ans. Mais une fois qu'ils ont fait le tour des clients, c'est fini. Ils seront obligés de se séparer, ils n'ont plus aucun but. Alors que s'il y a et plus le but est noble, plus il y a du travail à faire. Et plus on va continuer, on va tenir dans le temps. Ils peuvent se trouver d'autres buts. Très bien. On peut commencer par le sport, après ça peut être... Alors après, c'est une évolution. Après, ils doivent devenir intelligents. Le problème... Du Shalom Bayit. Comment? Tout le travail du Shalom Bayit. Oui, mais oui, ils auraient pu. Dans leur cas, eux, c'est qu'ils ont pas réussi à faire la mise à jour. C'est ça leur problème. Oui, c'est ça le problème de la mise à jour. Mais, ils auraient très bien pu.
Ils auraient très bien pu. Après, Bezrat Hashem, peut-être dans les autres cours, si Dieu veut, on va parler de la communication, peut-être, on va parler de plein de choses. Des choses qui entravent tout ça. Mais concrètement, le... Comment? Nous, on va où? Quoi? Nous, j'ai dit nous dans notre Shalom Baïtami. Bah, déjà, est-ce que, maintenant, avant de commencer, est-ce qu'on a compris, est-ce que c'est un principe important? Bien qu'on le connaissait. Peut-être on connaissait. Peut-être on ne connaissait pas à combien il était important. Aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez habiter dans la même maison, vous pouvez faire les mêmes choses. Mais si on n'a pas des objectifs clairs, réels et bien définis, c'est un peu compliqué. Donc on va se battre souvent. Pas se battre, se bagarrer. On va tout simplement pas être d'accord sur plein de petites choses. Alors qu'en fin de compte, les petites choses ne sont pas tellement importantes. Yes? Donc tout le monde se tait, c'est que tout le monde a compris ou... C'est bon? Alors maintenant, on continue. Pour continuer sur ce principe-là, ok? Pour continuer sur ce principe-là, vous savez quelle est une des choses les plus difficiles sur Terre? Comment? Le régime, après les fêtes. Alors qu'on nous met des chips sous le nez. Hein? Le mariage. Si on part du principe que c'est plus dur le mariage, il ne faut pas se parier, il ne faut pas essayer. Une des choses les plus difficiles sur Terre, vous savez c'est quoi? Non. Mais ça, normalement, tout seul, ça devrait avoir lieu à 3 cours. Alors, je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a le couvre-feu. Hein? Alors, un des choses les plus difficiles sur Terre, vous savez c'est quoi? Ça dépend. Tout simplement, être animé. C'est-à-dire Être animé par quelque chose. Malheureusement, la majorité des choses que nous faisons, on les fait juste comme ça, parce que ou bien on n'a pas le choix, ou bien quelqu'un d'autre a choisi pour nous, ou bien parce que c'est comme ça, ou bien on le vit pas spécialement, ou bien parce qu'on n'a pas le choix, ou bien parce que 2 millions de choses. Et donc en fin de compte, dans la majorité des cas, nous ne sommes pas à 100% présents et on ne monopolise pas tous les éléments, les forces, la force de notre corps et de notre esprit, tout ça. Ok? Qu'est-ce qui est le plus compliqué et pourtant le plus grand secret de la réussite dans tous les domaines? C'est d'être animé. Quand vous voyez quelqu'un qui est vraiment animé par quelque chose, automatiquement, il a de fortes chances de faire avancer les choses. Quel est le problème de animer? C'est-à-dire quoi être animé? Motivé. Oui, mais persévérant. c'est quoi être animé? C'est tout simplement plus tu as de parties de ton corps qui sont rattachées à ce que tu fais. C'est ça être animé en fin de compte. C'est quoi être animé? C'est plus le maximum de parties de toi-même qui sont en harmonie et qui vont dans la même direction. Des fois, vous demandez à quelqu'un, t'es là demain à 8h? Ouais. Vous savez qu'il ne sera pas là. Pourtant, il a dit oui. Parce que vous voyez que son oui, il n'était pas animé du tout. C'était un oui qui était dans la bouche, mais dans la tête, il y avait autre chose, dans le corps, il y avait autre chose, dans tout, il y avait autre chose. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Le terme oui, il a été dit, il t'a regardé dans les yeux, il a dit oui, mais lui, il n'était pas là, il était ailleurs. Donc, il n'était pas animé. Quand quelqu'un, demain, t'es là à 8 heures, de quoi? Ça dépend de quel côté vous vous mettez. Alors, quoi? C'est juste... 14h. Demain. Très élevé. 16h, vous êtes où? Vous voulez, hein? Vous voulez 16h. Du côté Chabad.
Nous réglerons nos comptes plus tard, madame. Hein? Merci. Hein? Il y a des choses où je suis à l'heure, vous savez. Alors, et donc, par contre, la personne, vous lui demandez, demain, est-ce que tu seras là à 8 heures? Il te dit, bien sûr. Ok, c'est bon, j'ai rien dit, c'est bon, on sera là à 8 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il a parlé, il a été animé par sa réponse. La sensation que l'autre a eue, c'est que c'est bon, il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a pas un endroit dans sa tête, il n'y a pas un endroit chez lui qui va dire non. On est d'accord? Le problème essentiel que nous avons, c'est l'animation dans tout ce que nous fait dans la vie de tous les jours. Ok? C'est ça pour ça aussi que je vous ai dit tout à l'heure dans chirurgical. En fin de compte, c'est quoi le shalom bayit? C'est, on va apprendre une formule comme ça. Je ne sais pas si on va trouver la formule. C'est objectif, fois 2, donc les deux, ok? Voire même avec les enfants et tout ça, fois 100%. Si tu arrives fois 100% de la personne, fois animé, ok? Si tu arrives à ça c'est le shalom bayit pur, le shalom bayit total. Ça c'est là où on doit tendre, c'est ça le pshat shalom bayit. Mais ce serait trop facile en fait. Disons que c'est assez compliqué, mais ça c'est la formule. Mais comment Comment arriver on sait au 100%, quand c'est ça qui est ça difficile. Comment on sait quand on arrive à ça? Quand tu arrives à 50 ans de mariage et que tout va bien. Tu vois, des fois, t'en as qui restent en Vous avez le droit de poser au téléphone, avec une réponse comme ça, vous posez au Pour téléphone. les hein. gosses, pour l'argent, pour la Ouais. part, pour des mauvaises raisons. Hein. Oui, tout à fait. Les bonnes raisons. Ah bah, c'est des mauvaises raisons. Rester avec quelqu'un pour de l'argent ou une maison qu'on ne veut pas vendre. Moi, j'ai en tête un couple qui ne se sépare pas, pour rester à vie, uniquement parce qu'ils ne veulent pas vendre leur pavillon, qui se vendent. Enfin, Ouais, c'est peut-être pas que ça. Ils ont au moins la même c'est un objectif. Ouais, moi, Mais ça sent pas. Ça sent pas. Vous êtes d'accord ou pas? Alors quel est le problème? Madame quel est le problème avec être animé par quelque chose qui n'est pas de Torah aussi? C'est que dans quelque chose qui n'est pas de Torah, eh ben, au final, on ne peut pas être à 100%, parce qu'on sait très bien que ça peut durer qu'un temps. Si on a Mais des objectifs plus profonds qui sont éternels, comme l'éducation de nos enfants ou comme voilà. Mais disons que c'est déjà, disons qu'on a pris l'habitude, on a pris le pli. Après, c'est facile, si on est animé dans n'importe quoi, après c'est facile, peut-être, c'est un peu plus facile peut-être, de le transposer et de le mettre en direction de Torah. Oui, mais Ok? l'éducation des enfants, c'est limité aussi quelque part. C'est très limité. C'est très limité. Il évolue quand même. Parce que même, parce que... Non, mais on a d'autres rôles à jouer. Tu vas être une grand-mère, tu vas être une grand-mère, tu vas être mariée. Attention, s'il y a bien une noble cause, ou une cause noble, évidemment, c'est la meilleure des causes. Qu'un couple il soit animé par cela. Le seul problème, c'est que, elle n'est pas limitée dans notre responsabilité, puisqu'en fin de compte, avec les enfants, ce qui est difficile, c'est les 50 premières années. Donc, c'est pas difficile, c'est pas très limité dans le temps. Mais concrètement, on n'est pas parent du matin au soir. On est parent du matin au soir au début, et après, on est plus totalement parent. Après, il y a un moment, voilà, il y a d'autres choses qui doivent exister. Donc, en fin de compte, maintenant, évidemment, on peut largement prendre son objectif, prendre son plaisir à travers l'éducation des enfants, puisqu'en fin de compte, c'est censé ne jamais s'arrêter. Mais malgré cela, il y a plusieurs paramètres qu'on ne peut pas retrouver. Un mari, c'est pas qu'un papa, c'est aussi un mari. Donc, en fin de compte, si on n'a que la facette papa, donc à un moment ou à un autre, le mari va se poser une question, mais j'habite où? Donc en fin de compte, on est limité. Maintenant, évidemment, dans cette limite, c'est la plus cause la cause la plus noble. Mais concrètement, est-ce que c'est là? Bon, maintenant encore une fois, alvaï qu'on atteint ce niveau-là où les deux on est en osmose, on est animé à 100%, donc on a l'objectif fois 2, les deux et à 100%. Donc déjà, là, on a réglé au moins 20-30 ans. OK? Maintenant, mais voilà. Claire? Comment? Claire? Très bien. Alors maintenant,
Tout à l'heure, j'ai dit aussi que le problème, pas le problème, tout à l'heure, j'ai dit que des fois, les plus grandes choses, on les a découvertes, pas maintenant, on les a découvertes des fois il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a certaines avancées. Vous savez, vous saviez que les vaporisateurs, vous savez que dans les endroits où il fait très chaud, des vaporisateurs d'eau, vous savez que ces premières choses-là, ils ont été inventés par les Grecs il y a plus de 2500 ans. Ils avaient ça dans les stades, sauf qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc encore une fois, je répète ce principe-là. Non, c'est avec une poussoire comme ça. Non, c'était un vrai poussoir, un système hydraulique, etc. Sauf que, donc en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui ont été faites il y a très longtemps. Sauf que maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On appuie sur un bouton et je le déclenche alors qu'il est en Australie, le truc. Donc il y a plusieurs paramètres qui sont mis en plus. Mais le principe de base, c'est un principe qui a été inventé il y a longtemps. De la même manière, dans le Shalom Bayit, nous avons eu plusieurs étapes. Étape numéro 1, c'est de se connaître. Étape numéro 2, les étapes qui sont fortement imprimées dans la tête, ça va être le mariage. Étape numéro 3, c'est enfant, la belle-mère. Étape numéro 3, ça va être les enfants. Étape numéro 4, qui va peut-être prendre déjà à fond les 2 premières années ou les 3 premières années, voir si on a Bezrat Hashem plusieurs enfants d'affilée, ça peut prendre les 6 premières années. Ou les 6 premières années, on est dans les couches culottes, on est dans tous les trucs et vous ne levez même pas la tête, ni les yeux, ni les on ne sait même plus où on habite. Donc il y a des choses où les principes, ils sont très fortement imprimés dans la tête. Et Baruch Hashem, comme on vient de maison de bonne famille, il n'y a pas non plus d'équivoque. Et surtout parce qu'on se marie avec le khatan ou avec la kala qu'il faut, donc il n'y a pas d'équivoque sur l'objectif. Donc on a très souvent l'objectif qui est bien défini, les premières, deuxième, 3, 4, 5, 6 premières années peut-être des fois. Le seul problème c'est que dans cet objectif, comme on a dit il y a un instant, on n'y a incorporé qu'un seul des paramètres qui régissent la totalité du Shalom Bayit. C'est quoi le paramètre? Les enfants. Le paramètre mari, le paramètre étude de la Torah peut-être, le paramètre construction, le paramètre invité, le paramètre épanouissement, le paramètre plein, on les a complètement occultés. Donc pendant un moment, ça marche, puisqu'en fin de compte, on est animé. Mais après, ça ne marche plus. Okay? Ou ça ne marche plus, ou c'est un peu plus compliqué. Combien il y a de personnes qui se sentent mal à la maison, etc. Parce que même des fois, Dieu préserve, on ne sait même plus quoi raconter à son mari ou à sa femme. Okay? Donc pourquoi? Parce qu'en fin de compte, pendant 10 ans, on avait la tête sous l'eau, on se réveille, un il est parti, l'autre il est parti comme ça, et tout d'un coup on se réveille, mais pourquoi quand je te parle ça t'intéresse plus? Et pourquoi quand je te parle ça t'intéresse plus? Pourquoi? Ça fait 10 ans qu'on a parlé d'autre chose, et on parlait de rien d'autre, on parlait de plein d'autres choses, donc en fin de compte, non, clair? Donc en fin de compte, si maintenant on va avoir une application réelle, que Madame Daron soit contente qu'on a fait une application réelle, carrée, etc. Donc ça voudrait dire quoi? Ça serait tout simplement, ça a l'air très simple, mais en fin de compte, je pense qu'on ne le fait pas tous, de redéfinir et de mettre des objectifs clairs entre monsieur et madame. Et définir des objectifs clairs. Et ici, on pourra dire que la boucle, elle est bouclée. Pourquoi la boucle, elle est bouclée? Puisqu'en fin de compte, la seule différence entre nous et Akadosh, pas la seule différence, la différence entre l'unité de Dieu et l'unité terrestre, vous faites ce que vous voulez, vous allez ouvrir les livres que vous voulez. Il ne pourra exister sur Terre, la seule notion d'unité qui existe sur Terre, c'est la notion de plusieurs composants qui vont dans la même direction. Le corps, il a une unité. C'est quoi? Les os, la chair, les veines, les muscles, tout qui va dans la même direction. On parle de la même chose, on est animé par la même chose, on va dans la même chose, on respire la même chose, on mange la même chose, etc. Tout le corps, il mange. De la même manière, si vous parlez sur une société, si vous parlez sur une communauté, si vous parlez sur un pays, si vous parlez sur ce que vous voulez, plus l'objectif est fort, plus l'animation de l'objectif est fort, plus ça s'appelle une unité. Faites ce que vous voulez, malgré que c'est une unité composée. Mais il n'y a pas sur Terre terrestre
une autre définition de l'unité. Faites ce que vous voulez. Quand on parle que l'Am Israël il est un, en dehors du fait qu'on va dire que les Neshamot, en fin de compte, c'est des Neshamot qui vont tous se retrouver à Echad et Kulana, on a tous le même père, qui est à Kadosh Baruch Hu, etc., etc. Donc en fin de compte, à la base, on n'était que un. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Sur terre, c'est quoi le pshat, unité des Béné Israël? Ce n'est pas que, comme on est au communisme, qu'en fin de compte, on doit tous être les mêmes choses, des camarades. Non, non, non. Toi, oui, tu es plus intelligent que moi, mais moi, je peux t'apporter quelque chose. Et tous les deux, on se complète. On se complète. C'est quoi le pshat de se compléter? C'est en fin de compte, moi, j'amène mon expérience, moi, j'amène ma qualification. Toi, tu amènes ta qualification, mais on va la même chose dans la même direction. C'est ça l'unité. Sur Terre, il n'y a pas d'autre logique, d'autres notions, d'autres définitions que l'unité. Point à la ligne. Donc, si maintenant il n'y a que ça comme terme d'unité, quel est notre rôle dans le Shalom Bayit? Pour avoir un Shalom Bayit, une unité parfaite, c'est la perfection de l'objectif et l'unité de l'objectif et l'animation de l'objectif. Comme au début du mariage, les objectifs ils sont extrêmement bien clairs, bien définis, qui est se rencontrer, se connaître, se marier, avoir des enfants, les éduquer pendant un certain moment. Et donc pendant des fois, bien heureusement et malheureusement, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, flonch, il passe comme Baruch Hashem, une lettre à la poste, mais en un seul instant. On se réveille tout d'un coup, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je savais pas que tu aimais faire ça ou tu aimais faire ça. Ah bon? Ah, c'est intéressant. Hein? Ah, t'as changé. Et donc, C'est une des choses que Hachem, il attend vraiment de nous, de réussir le coup. alors. J'avais lu une histoire, quelque chose. Alors, ouais. C'est une des choses les plus importantes. Parce que si maintenant... Eh ben, ça a un lien avec Akadosh Baruch Hu, ça, non? Exactement. Alors, c'est pour cela. Alors, je vais essayer de répondre par rapport à autre chose. Alors maintenant, ce que je vais dire maintenant, je vais le dire un peu rapide. Je vais revenir à ce que vous avez dit. Ce que je vais dire maintenant, je vais dire un peu rapide, mais en fin de compte, peut-être on pourra le retravailler. Je ne sais pas s'il faut le dire maintenant. Combien de temps on a encore? On a encore 15 minutes? Ou... Hein? Quoi? Tant qu'aucun mari n'appelle, c'est bon. Ah, bon, ça... Non, moi c'est bon. Sauf que c'est très très important ce que je vais dire. Je veux juste avoir le temps. Alors, un des plus grands problèmes que nous avons dans le Shalom Bayit, et qui est pas seulement dans le Shalom Bayit, hein? C'est sa sortie de la semaine, c'est comme ça. Je parle. Un des plus grands problèmes que nous avons dans le Shalom Bayit, l'unité, tout ce que vous voulez, c'est le classique. Le classico de tous les problèmes qui existent sur Terre. Vous savez, c'est quoi? Facile. Je savais que vous connaissiez la réponse. Orgueil. Comme ça, on est fait? Ouais. Donc. Hein? Ah, l'orgueil. On le connaît celui-là. Hein? Quel est le plus grand problème que nous avons sur Terre, qui est la base de tous les soucis, c'est l'orgueil. On est d'accord? La chose sur laquelle il faut qu'on travaille. Ça dépend. Ça dépend parce que vous n'êtes pas d'accord ou ça dépend parce que vous n'avez pas le souci d'orgueil? Les deux. Quel est le problème de l'orgueil? Il y a tellement de qualités à l'orgueil que ça va être difficile de tout énumérer. C'est l'orgueil. Ça crée les disputes. On est d'accord? En fin de compte, vous savez que malheureusement, avec ma toute petite expérience, j'ai remarqué que Dieu préserve les plus belles séparations et les plus belles catastrophes, les plus belles guerres, les plus belles marloquettes, elles démarrent toujours avec le minimum de quelque chose, avec le maximum de rien. Regardez bien autour de vous, les plus grandes marloquettes que vous avez pu vivre, C'est quoi ça, les marloquettes, les disputes qu'on a pu vivre, c'est toujours des disputes qui sont basées sur absolument rien. Plus il y a du rien,
plus il y a du rien, plus la dispute est énorme. Est-ce que vous avez remarqué ça ou pas? Rien du tout. Hein. Vous avez remarqué sur ça? Bah oui, ça se tombe basé sur rien du tout. Et c'est énorme. C'est pour cela que lorsque maintenant il y a de réelles raisons de dispute, des problèmes financiers, des problèmes ça, des problèmes ça, en général, les marloquettes, elles sont très légères. Donc des fois, ça peut être énervant, très énervant, mais on a rarement vu, Dieu préserve, des couples se séparer parce que juste on a des problèmes d'argent. En général, des fois, très souvent, ça soude. Même Dieu préserve des pires problèmes que je ne veux même pas évoquer. Ça, souvent, ça soude. Mais pourtant, c'est des vrais problèmes, ça. Plus le problème n'existe pas, plus la marloquette, elle est grandiose, plus la dispute, elle est grandiose. Et les plus beaux divorces, leur nous, ils démarrent avec les plus beaux riens. Parce que quand on a des problèmes de quelque chose, Hein? ça cache peut-être quelque chose d'autre. Alors, écoute. Demander à la belle-mère, c'est quoi? Non, non. Et là, alors, hein? Alors, écoutez bien. Essayez de réfléchir dans vos têtes pour voir si j'ai raison ou pas. Essayez de réfléchir dans vos têtes pour voir si j'ai raison ou pas. Et je pense vraiment que j'ai très raison. Ça se dit pas, mais je l'ai dit quand même. J'ai très raison. Quoi? J'ai raison grave. Alors maintenant, et malheureusement, on l'a expérimenté. Et vous savez pourquoi? C'est quoi la logique? S'il n'y a rien, pourquoi tu disputes? Parce que c'est plein de petits riens qui font que ça fait un gros rien. C'est ça, ça s'appelle des non-dits. C'est ce que je dis, chacun son Donc, si c'est plein de petits riens, comment on n'a jamais vu un rien faire quelque chose? Peut-être parce qu'on est en colère et qu'on a que son mari ou sa femme sur qui on peut se défouler aussi. Des fois, ça peut être ça. Oui, mais s'il n'y a rien à la base. On se défoule sur nous. Mais on se défoule sur quoi? Il n'y a rien. Oui, mais pour eux, c'est pas rien. Pour eux, c'est pas rien. Vous connaissez les grands problèmes qui ont commencé par comme ça tu me parles. Et comme ça tu me parles. Maintenant l'autre elle a rien dit. Oui, il a rien dit. Comment c'est logique? Elle est où la logique? Que plus il y a rien, plus il y a quelque chose. Ça n'existe pas ça sur Terre. Vous imaginez, c'est comme si vous allez voir votre banquier, vous lui amenez plein de feuilles, mais pas des chèques, plein de feuilles et plein de rien, et à la fin il vous met un compte en banque de. Ça n'existe pas ça sur Terre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Comment maintenant le problème de rien dans un couple amène beaucoup de marloquettes? Comment c'est possible? C'est plus simple. Dans ce rien-là. Dans ce rien-là, il y avait beaucoup d'orgueil. Non, parce que plus il n'y a rien. Écoutez-moi, c'est très important. Parce que plus il n'y a rien, plus il n'y a pas de contenu, plus il y a de vide, ça laisse la place à quoi? Beaucoup d'orgueil. Non, c'est très important ce que je vous dis. Troisième point, l'orgueil. Donc ça, c'est les meilleures disputes. Troisième point de l'orgueil, et ça on peut en discuter pendant 3 heures, c'est repousse. Claire le deuxième point? Claire le deuxième point? Et quand il y a vraiment quelque chose, et après on pourra peut-être réfléchir, pourquoi quand il y a quelque chose on se soude? Après on devrait réfléchir. Ok? En tout cas, plus il n'y a rien, meilleure est la dispute. Et si vous voulez vraiment faire un kiff de dispute, il faut trouver un truc où il n'y a vraiment rien. Et à ce moment-là, vous faites un kiff, vous faites une dispute pour rien, et à la fin de la dispute, vous rigolez, tout, etc. Et vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je sais pas, j'avais besoin de rien faire. Et donc... Ouais, bon, ça, il faut être un peu... Dernier point, une petite histoire sur ça. Et après, je vais expliquer un principe très important sur le projet et tout ça. Alors, on parlera de projet. Alors,
sur cette histoire-là que la Shrina, l'orgueil repousse à Kadosh Baruch Hu, il y a une très belle histoire qui peut très bien illustrer ça. On raconte comme ça sur un chassid, un bon rav chassid, etc. Il est arrivé une fois dans un endroit, et dans cet endroit-là, il y avait plusieurs bons juifs dans la synagogue, et il a reçu une invitation, il a reçu 2 invitations. Il a reçu une invitation d'un grand Talmid Chacham, bien respectueux, le beau chapeau, la belle barbe, la belle prestance, imposant, et tout, etc. Il a reçu l'invitation mais que celui-là, la personne, Talmid Chacham, il avait le nez un peu trop haut. Et un autre, monsieur, beaucoup plus simple, que je n'étais pas spécialement le plus grand Talmid Chacham, pas spécialement ça va être la meilleure table, pas spécialement ça va être la meilleure chose à la maison, mais un homme simple et un homme sympathique, etc. etc. Eh bien, ce Rav-là, ce Chassid-là, il vient... Qui il choisit? Il choisit l'homme simple. Après, plus tard, ses élèves ou les gens autour de lui lui ont posé la question, mais excusez-moi, comment c'est possible que vous avez préféré donner priorité à quelqu'un de simple? Alors que là, ici, vous aurez pu profiter des livrets Torah, profiter de ci, profiter de plein de choses. Intellectuellement, c'est enrichissant, etc., etc., etc. Comment vous pouvez décider d'aller dans un endroit où peut-être même la cache-route, peut-être que même la cache-route, elle serait pas si parfaite que cela? Qu'est-ce que le chassid y répond? Il répond à travers un pasouk. Le pasouk, il dit comme ça. Hachem, c'est comme ça dans la parashat Acharemot. Ashochen itam betor tum otam. Tum otam. Tum otam. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Hachem, shochen itam. Hachem réside avec les Israël. Betor tum otam. Même à l'intérieur de leur impureté. Bien, le chassid, il dit comme ça. Il y a une règle dans toute la Torah entière. Le seul endroit où Dieu n'est pas, c'est chez l'orgueilleux. Dieu, il est partout. Et entre guillemets, le seul endroit où il n'est pas, c'est chez l'orgueilleux. Ça, c'est sûr et simple. Par contre, il y a marqué, comme ça le chassid y répond, par contre, il y a un autre passouk qui nous dit que Dieu réside chez les Bnei Israël, même quand ils sont en état d'impureté, de pas de cache-route. Si maintenant les Bnei Israël ne sont pas orgueilleux à ce moment-là, si maintenant les Bnei Israël ils sont un peu posés, s'ils ne sont pas orgueilleux, Akadosh Baruch Hu, il accepte de résider parmi eux, malgré que ils n'ont pas Torah, malgré ci, malgré ça. Et le chassid dit comme ça. Moi, au final, pourquoi j'ai décidé d'aller chez l'homme simple? Au final, je vais là où Dieu va. Je vais là où Dieu va. Là-bas, c'est sûr que Dieu, il y va pas. Alors, allez-nous, c'est un peu grossier, mais là-bas, c'est sûr que Dieu, il y va pas. C'est sûr. Ah, mais il y a la Torah, le truc. C'est sûr que Dieu, il y va pas. Moi, je vais aller là où Dieu, il va pas. Je vais aller où Dieu, il va. Ah, c'est pas super cachère. Moi, je vais prendre que de la chala. Mais c'est pas très cachère là-bas. Oui, mais même si c'est pas si cachère que ça, Dieu, c'est sûr qu'il est là-bas. Ok? Donc, en fin de compte, l'orgueil, ça, c'est... Je ne sais pas si on peut dire que 3, non, il devrait y avoir 10 listes. L'orgueil, c'est une des choses les plus pourries qui existent sur Terre. Nanana. Qu'est-ce qu'il fait? L'orgueil crée les disputes. C'est quoi une dispute? C'est en fin de compte, il m'a pris ma place, il m'a pris mon sidour. C'est pour ça que je me suis énervé. Mais Ribona Sholem, tu te lèves, tu vas prendre un autre sidour. Ça te coûte quoi? Ça coûte 16 calories. C'est tout ce que ça te coûte. Tu viens, tu te lèves, tu vas prendre ton sidour. Pourquoi tu n'es pas parti chercher ce sidour? Parce qu'en fin de compte, c'est pas parce qu'il y a du torrent, c'est pas parce qu'il y avait du contenu dans ton problème. C'est juste pour de l'orgueil. Donc c'est à travers l'orgueil que tu crées toutes les disputes qui existent sur Terre. Tout. Bah oui, lève-toi, pas prendre ton sidour. Que lui, il soit fainéant, c'est une chose. Mais que moi, je me dispute avec lui, c'est pas de l'orgueil. Après le livre, tu vas dire pourquoi c'est moi qui vais en chercher un alors qu'il a pris le mien. C'est l'orgueil. Ça s'appelle ça de l'orgueil? Ou de la bêtise, Non, je sais pas, je demande. Lui, il est bête. Non. Bah, au final, qu'est-ce que ça me coûte d'aller prendre un livre? Rien. Donc, si maintenant je commence à me perdre un quart d'heure avec lui dans la dispute, j'ai perdu un quart d'heure, je me suis énervé pendant la tfila, j'ai fait une marloquette, j'ai fait tous les interdits. Je règle le problème, je me lève, je prends mon sito, je règle. On est d'accord?
Donc, l'orgueil crée les disputes. Plus il n'y a rien, meilleure est la dispute. Apprenez une règle. Et vous-même, plus vous voyez que la dispute était magnifique, plus vous pouvez voir quel est votre niveau d'orgueil. Si vous voulez apprendre quel est votre, de l'échelle de 0 à 10, votre orgueil, mais vous faites, cette dispute-là, elle était bien ou elle n'était pas bien celle-là? Ah, elle était top. De 0 à 10, elle était à combien la dispute? Ah, je l'estime à 8. De 0 à 10, je l'estime à 8. Bon, alors tu peux estimer que ton orgueil de 0 à 10, elle est de 8. Ok? Le problème de l'orgueil, c'est quoi? Que repousse Hachem et l'Akdoucha, etc., etc. Alors maintenant, un des plus grands problèmes, c'est dommage, j'ai peut-être pas envie qu'on back, mais peut-être on reviendra dessus. Un des plus grands problèmes qu'on a dans un couple, qu'on le veuille ou pas, c'est un peu l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? Pourquoi il ne me parle pas comme ça? Pourquoi il n'a pas été intentionné? Pourquoi il ne m'a pas dit s'il te plaît? Pourquoi il ne m'a pas dit que le manger c'était bien? Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi 2 millions? L'orgueil, c'est de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est reconnaissance de quoi? C'est normal. Non, mais attends, c'est humain. Bien sûr que c'est normal. Tout ce qu'on parle, c'est pas pour les anges. Non, mais ah bon. Non, mais j'ai du Comment? mal à comprendre le concept d'orgueil. Il y a une règle. Alors, il y a une règle. Ouais, mais ça, c'est des trucs qu'on vit tous les jours et pour autant, on n'est pas repoussé par Hachem. Je ne me sens pas repoussé par Hachem et pourtant, je me retrouve dans de l'orgueil classique domestique. Dans la bracha d'un foyer, par exemple. Ça, je veux dire, s'il y a une maison où il y a la famille est orgueilleuse, ils n'arrivent pas à se construire parce qu'ils sont orgueilleux, bah, il y a des... À partir de La combien de bracha ça s'en va. C'est ça, non? La différence entre nous et les tzadikim, pour vous donner une ordre d'idée, alors attention, hein, malheureusement, on a tous de l'orgueil, malheureusement. Je suis d'accord. Mais notre travail à nous, c'est quoi? Notre travail à nous, c'est quoi? C'est de s'effacer au maximum devant Dieu. Ça, c'est notre travail à nous. Quelle est la différence, par exemple, entre nous et les tzadikim? Ben, les tzadikim, ils ont 0% d'orgueil. Leur vie, elle n'est que pour Dieu. C'est un travail Je suis d'accord. Ça veut dire ce que Mais vous appelez orgueil, c'est s'il y a le moindre accrochage le, avec quelqu'un. le, c'est le plus haut niveau de l'humilité, c'est quoi? C'est lorsqu'on ne pense plus du tout à soi, on pense qu'à Hachem, on pense qu'à la Torah comme mitzvot. Maintenant, malheureusement, C'est bien d'être trop d'un côté, qu'il faut être au milieu. le problème de l'orgueil, c'est qu'il est très compliqué dans l'orgueil. Mais c'est dommage qu'on... Alors peut-être qu'une autre fois, ouais, vous avez... Alors j'ai mis les deux sujets en même temps, peut-être qu'il faut qu'on n'aurait pas fallu. Alors, deux secondes. Venez au moins on met les pas, au moins les bases sur le prochain cours peut-être. Alors un instant. Donc, l'orgueil, c'est en fin de compte, on va parler en gros, l'orgueil, c'est quelque part, c'est penser à soi. Penser à soi au lieu de penser à Hachem. Ok? Alors maintenant, disons que notre objectif, tout de suite, hein? à son mari ou à l'autre ou à Hachem. Pour l'instant, l'orgueil, c'est penser à soi plutôt que de penser à Dieu. Pour l'instant, l'orgueil de la Torah. Ok? Très bien. Et quel est le problème? Un des problèmes, s'il vous plaît, 2 minutes comme ça, on va essayer d'être. Un des problèmes que nous avons dans notre vie de tous les jours, c'est de se protéger à soi, d'être écrasé, de se protéger à soi, de devoir à chaque fois se taire ou autre chose, de protéger un peu son statut, son état, plein de choses. Donc ça peut être du côté du mari, ça peut être du côté de la femme. Pourquoi tu m'as mal parlé? Pourquoi tu m'as mal parlé? C'est quoi le sens tu m'as mal parlé? En fin de compte, tu aurais dû être plus sympathique, mais pourquoi? Etc. Vous connaissez les histoires. Maintenant, c'est aussi légitime. Pourquoi c'est légitime? Parce qu'à un certain moment, on peut penser qu'on se fait balader, qu'on se fait écraser au sein du couple. Et à chaque fois, c'est à un certain moment, au final, on ne sait plus quoi faire. Est-ce que je dois me écraser, quitte à ne plus être moi-même? Ou en fin de compte, je dois tout le temps, et ça c'est une des plus grands classiques des problèmes de Shalom Bayit, ou bien je dois tout le temps me la ramener. Pourquoi? Pour être sûr et certain que je ne veux pas être effacé. Et ainsi de suite. Mais au final, c'est quelque part légitime. Pourquoi c'est légitime? Pourquoi je devrais l'écouter à lui et pas à moi? Et pourquoi lui ne devrait pas m'écouter? Et c'est comme ça tout le temps, on est d'accord? Eh bien, en fin de compte, c'est quoi l'avantage d'un objectif et voir en application d'un projet commun? On va faire plein de petits projets. C'est quoi l'avantage d'un projet?
c'est que l'avantage d'un projet, c'est lorsqu'il est bien défini. Donc on va dire, le projet, je sais pas moi, le projet 1, on va dire, on va pas... Lorsqu'il est bien défini, qu'est-ce qui se passe? Bah, il anime. Bah oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est un Monsieur, monsieur et madame, les deux s'annulent pour ça. Et il n'y aura plus de protection du territoire pour marquer son camp, mais il y aura tous les deux un effacement pour atteindre l'objectif. Donc en fin de compte, tout à l'heure, on avait dit que c'est d'avoir des objectifs bien définis. Là, on est en train d'expliquer d'abord, c'est quoi le but de l'avoir l'objectif. C'est en fin de compte, dans cet objectif-là, on va être tous les deux d'accord que l'objectif est plus important que tous les deux. En fin de compte, lorsque moi j'aurai quelque chose à dire, eh ben je vais avoir tout de suite quelque chose dans ma tête qui va me dire, attends, là c'est qui passe en premier? C'est moi qui passe ou c'est l'objectif qui passe en avant? Et ainsi de suite, l'autre il va parler. Lorsque l'autre il va parler, il va se poser la question. Est-ce que là je suis en train de défendre mes intérêts ou les intérêts de l'objectif? L'avantage de cela, c'est que étant donné que tous les deux s'annulent, qui réside à l'intérieur de la maison? Akadosh Baruch Hu. Hachem. Comment c'est? Le compte est bon? Hachem, il réside. Pourquoi Hachem il réside? Parce qu'en fin de compte, il n'y aura plus de dispute. Pourquoi dispute de quoi? La dispute, c'est juste une exhibition de notre orgueil. C'est ça la dispute, c'est quoi? C'est une expression de notre orgueil. Hein? Expression de notre orgueil. Donc c'est quoi la dispute? C'est ça. Ensuite, plus il n'y a rien, plus il y a une dispute. Pourquoi en fin de compte il n'y a plus rien? Parce qu'on veut exister. On ne pense qu'à se mettre en avant. On ne pense qu'à protéger des intérêts qui ne servent à rien. Et ça repousse le maximum d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi la Shrina ne peut pas exister? Elle ne peut pas exister parce qu'ici, il n'y a que toi qui existe. Il n'y a que toi qui existe. Il n'y a personne d'autre. Tu es intéressé par personne. Ni par ton mari, voire même ni par tes enfants. Parce que tes enfants, tu vas les manipuler pour pouvoir avoir de la force sur ton mari, ou ainsi de suite, n'importe quoi. Donc en fin de compte, le seul qui a de l'intérêt ici, c'est toi. Et donc, Akadosh Baruch Hu vient, ni moi et l'orgueilleux, Hachem dit, on ne peut pas habiter ici. Une des manières, une des techniques de pouvoir éviter ces problèmes-là, on avait dit d'avoir des objectifs communs. Objectif commun, c'est un grand mot, mais on peut aussi travailler par tout simplement des petits projets. Ça peut être des projets sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Ça peut être aussi un projet dans l'éducation même de nos enfants. Pourquoi? Parce que ça peut être ou bien atteindre un certain résultat à l'école, ou bien atteindre un certain résultat dans le niveau de connaissance, ou bien atteindre un certain n'importe quoi. Il peut y avoir un projet pour les enfants. Donc quand on parle des enfants, on sait de quel projet on parle, on l'a bien défini. Après peut-être on pourra travailler de quelle manière, peut-être la semaine prochaine ou une autre fois, on le notera, on expliquera c'est quoi la technique pour obtenir ces objectifs. Ok? Et lorsque maintenant on a des projets, automatiquement, monsieur et madame vont s'annuler pour atteindre le projet. Si tu t'annules pour atteindre le projet, donc tu t'es effacé, pour voir dans la même direction, pour avoir le même objectif. Ça, c'est le pshat de Shalom Bayit. Comme ce Shalom Bayit là, il amène à tous les deux s'annulent. Qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce que tout le monde a appris dans tous les cours de Shalom Bayit de la terre? Si maintenant Zahou, si maintenant, vous connaissez sûrement ce principe-là, Ish en hébreu, ça s'écrit comme ça. Ish. Exactement. Je vous l'ai dit que tout le monde le connaît, celle-là. Isha, c'est quoi? C'est la même chose que Ish. Donc vous avez les deux racines. La racine, vous la même. Ok? Et c'est quoi Yud et He? C'est le nom d'Hachem. Donc Yud. Si maintenant, Zahou, si maintenant les deux ils ont été mérités, si maintenant les deux ils ont bien travaillé, donc en fin de compte, il y aura ici le nom d'Hachem, ici le nom d'Hachem, et les deux en même temps, ça fera le nom d'Hachem. Ça fera un couple où il y a le Shalom Bayit. Si par contre, ils n'ont pas mérité, qu'est-ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu? Il s'en va. Et comment... C'est quoi Esh en hébreu? Le feu. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est simple. C'est simple. Si maintenant tu mets que toi sur le devant de la scène, tu penses qu'à toi, tu fais que toi sur le devant de la scène,
En fin de compte, Akadosh Baruch Hu se retire. Il te reste quoi? Le feu. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, et au passage, le Tanya, pour celles qui aiment beaucoup Le mardi. le Tanya. Et donc, dans le Tanya, qu'est-ce qui a marqué? Si vous voulez, on peut. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce qui a marqué dans le Tanya? C'est pour vous embêter que je le sors. Et spécialement pour vous embêter. Ok? Qu'est-ce qui a marqué dans le Tanya? Que nous avons les quatre éléments que de base. Akas, la colère, Vegava et l'orgueil, Misod Daesh, proviennent de l'élément feu qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc en fin de compte, c'est simple. Quand tu mets l'orgueil, Hachem, tu l'enlèves, il ne peut pas habiter ici. Il reste quoi? L'élément feu. Donc en fin de compte, quand les disputes, ça provient de quoi? C'est l'élément orgueil. Orgueil, casse, la colère et l'orgueil, tout ça, ça provient du feu. Et donc en fin de compte, etc., vous l'avez compris. Donc tout à l'heure, on va revenir sur tout ce qu'on a dit depuis le début. Pourquoi? Si maintenant... Je suis obligé de faire un résumé, c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, si maintenant, très souvent, le Shalom Bayit est facile les premières années du couple, pourquoi? En fin de compte, c'est quoi la théorie? C'est quoi la technique? Pourquoi ça marche les premières années du couple? Et facile, ça marche, sans souci. Pourquoi? Parce qu'il y a obligatoirement un projet commun. Est très bien défini. Le projet est clair et défini, ce qui fait que ça facilite absolument tout. Ça dépend parce qu'on peut dire que, souvent on dit que quand il y a un premier enfant qui arrive, soit ça soude le couple, soit ça le dissout entre guillemets. Parce que si ça le dissout, a priori, c'est que les deux, ils n'avaient pas vraiment l'objectif enfant-enfant. Parce que quand on a tous les deux un objectif enfant, et en plus, si maintenant on a un objectif d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 enfants, tout le monde est omnibulé par l'objectif enfant. Mais ça veut dire qu'au début, le projet commun, quand on se marie, c'est genre d'être ensemble et tout vivre ensemble, ok, de construire un foyer, mais parfois quand l'enfant est là, c'est difficile parce que chacun ne trouve pas sa place. Alors peut-être, parce que l'objectif, il n'était pas clair dans les deux côtés. Si l'objectif dans les deux côtés, c'est pas je me marie parce que j'ai envie d'être avec ma femme, c'est pas que ça. Ça, c'est une étape. Mais l'objectif final, c'est d'avoir des enfants, de les éduquer dans Torah, mitzvot, etc. Si cet objectif-là, il est extrêmement clair, normalement, c'est pas possible qu'il y ait des problèmes les 3-4 premières années. Mais il y a des couples qui, malheureusement, ont des difficultés aussi pour avoir des enfants. Pour l'instant, on parle pas de ça. On parle de quelle est la logique que les 3-4 premières années, en général, ça se passe toujours très bien. Quelle est la logique? Parce que c'est simple. Il y a une théorie qui est mécanique. J'aime bien qu'on comprenne que même l'humain, il est mécanique. Même l'humain, il est mécanique. La logique, elle est mécanique. C'est quoi la mécanique de la logique? C'est simple, c'est l'objectif, il est bien défini. Comme les deux, l'objectif, il est bien défini, et bien, en fin de compte, tous les deux, on s'écrase pour obtenir cet objectif, que pour l'enfant, il soit en bonne santé, pour que l'enfant... ça revient même, on est porté vers l'objectif, ça revient. Quand on s'écrase tous les deux pour avoir l'objectif. Pourquoi, au bout d'un certain moment, ça va de l'aile? On n'a pas fait ou de mise à jour, ou bien, dès que l'objectif il s'est atteint, imaginons maintenant que quelqu'un il a décidé d'avoir 3 enfants. C'est très bien, mais une fois qu'on a les 3 enfants, et les 3, ils ont 3 ans, qu'en fin de compte, ils n'ont plus tellement besoin de papa et maman, parce qu'ils commencent à grandir petit et doucement. On fait quoi maintenant? Hein? On vient à des cours le soir pour... Hein? Et donc c'est mécanique au final. C'est mécanique. Je veux que vous compreniez qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Tout est, entre guillemets, mécanique. Si maintenant ça marche ailleurs, c'est que ça doit marcher chez moi. Si ça a marché les 3 premières années de ma vie, pourquoi ça ne marcherait pas tout le reste de ma vie? Parce qu'en fin de compte, il y avait un élément secret, une épice secrète. C'était quoi l'épice? Ouais. Avec notre format de femme, maintenant, il faut qu'en fait, à chaque fois, on crée des petits projets. Exactement. Et être. Exactement. Ok? Et donc, une fois qu'on a le projet, une fois que le projet est défini, les deux vont être obligés de s'écraser pour
accomplir le projet. Une fois que les deux s'écrasent, et ben en fin de compte, c'est plus leur orgueil qui est mis sur le devant de la scène. Ben, en fin de compte, c'est le projet. Donc tous les deux, on s'efface. En s'effaçant, on laisse la place pour l'autre. Automatiquement, on laisse la place pour l'autre. Automatiquement, on laisse la place pour Akadosh Baruch Hu. Chazak ou Baruch. S'il y a des questions, je suis là.